Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'automatisation, hein, bien entendu. Et l'idée, c'est de vous donner un aperçu d'un ensemble des solutions qui existent, en tout cas les principales que j'ai identifiées, hein, sur le marché à ce jour, parce que c'est pas simple. C'est un marché en pleine évolution, avec l'arrivée de nouvelles solutions et l'évolution de celles qui sont là en place pour faire des bons choix, vous aider à progresser, sachant que c'est un sujet majeur pour les années qui viennent. Ça l'a toujours été, mais là vraiment, et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, il faut regarder ça de beaucoup plus près et se tenir informé sur les évolutions, hein. C'est vraiment, on est dans ce que j'appelle les choix structurants pour l'avenir de l'IT et des métiers de l'entreprise. Alors, moi, je m'appuie sur plusieurs sources. Bon, ça fait 30 ans que je suis dans les métiers d'automatisation. C'est un sujet qui m'intéresse très fortement. Je me tiens informé auprès de nos clients, puisqu'on a plus de 3000 clients dans le monde aujourd'hui et qu'on interroge régulièrement pour valider nos idées et les tendances. Et puis les grands organismes qu'on connaît tous, hein, les Gartner, les Forrester, les Boston et autres, et CRIP en France par exemple, hein, qui est intéressant pour bien cerner les tendances et les évolutions et qui conduisent aux éditeurs à faire des roadmaps, hein, et à arriver avec des nouvelles solutions ou faire évoluer les solutions. Voilà, donc je serai aussi accompagné de Christophe Autret, qui est un expert en automatisation. Alors lui, c'est un consultant, hein, senior, et qui a été de votre côté, hein, du côté client, et qui connaît bien toutes ces problématiques, et qui est aujourd'hui donc en possession de pas mal d'informations qu'il peut partager, et en tout cas répondre à vos questions avec moi à la fin. Bonjour à tous. Voilà, Christophe, donc tu, tu vas m'accompagner durant tout ce webinaire. Alors, Parfait. je vous réserve un certain temps pour les questions en fin de webinaire, hein. Donc, si vous avez des questions, notez-les, ou également par le chat de Zoom, là, où on peut poster les questions-réponses pour ne pas les oublier, hein, également, hein. Donc, nous les traiterons en fin de webinaire. Voilà. Donc, l'automatisation, de manière générale, elle a réorganisé déjà fortement, sans qu'on le sache, les modes de travail opérationnels. Alors, il y a eu par exemple l'épisode du Covid qui a complètement bousculé les habitudes. Les gens travaillent à 7 heures du matin, à 22 heures le soir. Donc, les fenêtres d'ouverture de ce qu'on appelle le TP, hein, la disponibilité des applications s'est complètement élargie, ce qui réduit les fenêtres pour gérer ce qu'on appelle l'exploitation, la production informatique arrière, hein, la gestion des données et tous les process derrière attenants. Donc, il a fallu se remettre en question, mettre des outils, faire évoluer les solutions et les processus d'exploitation très fortement. Par exemple, les impressions à domicile, c'était compliqué, par exemple, hein, donc il a fallu digitaliser et passer beaucoup plus en PDF. Enfin, il y a plein d'aspects qui ont fait que l'automatisation a énormément contribué à faire évoluer la numérisation et la digitalisation des systèmes d'information, très clairement. C'est pas pour rien, je veux dire par exemple que 85% des entreprises disent qu'elles vont augmenter très fortement leur stratégie d'automatisation, hein. Elles tirent ça de leur expérience passée et récente, hein. D'ailleurs, et on a des cas très réels, hein, des entreprises qui nous ont dit heureusement qu'on était automatisé avant le Covid, sinon on n'aurait pas pu très difficilement passer l'étape du Covid. Et il y en a qui en ont énormément souffert et qui ont perdu un peu pied et qui l'ont bien compris, hein. Donc, du coup, tout le monde a bien compris l'intérêt de s'automatiser davantage. Quand on met en place du télétravail, c'est indispensable, par exemple, pour les métiers, d'être beaucoup plus automatisés qu'on ne l'était avant. Sous différentes formes, on va le voir, hein, bien entendu, hein. Et ça va contribuer à la pression, à la diminution des coûts opérationnels, donc
à venir, puisqu'il va falloir faire des économies. Il y a une pression très forte sur les budgets. Ça, ce n'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Et il va falloir faire des économies. Et les économies vont être dans les coûts opérationnels qui aujourd'hui peuvent être relativement élevés ou très élevés dans certaines entreprises qui apparaissent aujourd'hui comme un sujet majeur à traiter. Voyez. Et même celles qui ont l'impression, les entreprises qui ont l'impression d'être déjà bien automatisées, elles ont énormément de marge de manœuvre encore, hein, très clairement. Je vais vous donner des cas très concrets. Voilà, donc il faut travailler dans ce sens-là. Et un des éléments qui porte ces sujets, c'est que principalement aujourd'hui, la stratégie, par exemple, digitale, c'est un passage au digital de manière majeure, c'était très basé sur l'analytics, la gestion de la donnée, hein, la personnalisation de la donnée, le one-to-one, avec de plus en plus d'analyses, donc de process à automatiser pour arriver à avoir ces analyses et cette personnalisation très poussée, hein, pour amener à recueillir, à vendre aux nouveaux clients qui n'achètent que par le digital, par exemple, par le canal du e-commerce, hein, typiquement. Mais en fait, derrière, associé à ça, il y a une autre voie qui est extrêmement importante et qui est associée, qui n'est pas forcément identifiée, c'est l'automatisation. Donc, l'automatisation a conduit à standardiser les choses pour qu'on puisse les rendre industrialisables. Donc, il faut standardiser un minimum. Il faut aussi simplifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à maintenir des process trop compliqués. Ils n'étaient pas digitalisables, typiquement. Donc, la première étape, souvent, on s'est aperçu que les process étaient trop compliqués, donc on les simplifie. Donc, on les simplifie comment? En automatisant davantage, en les travaillant différemment. Et les deux composantes, quand elles sont bien utilisées et en fait amenées en parallèle sur les projets, eh bien, on arrive à avoir donc des process répétables à l'infini, scalable et modifiables, agiles, si vous voulez. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein, ça ne peut plus fonctionner en mode décalé. Hein, et tous les jours, les clients donc, le voient bien. C'est vraiment deux fonctions qui sont essentielles. D'ailleurs, il y a des chiffres que je vous donnerai tout à l'heure, c'est qu'il y aura l'automatisation est en train de sortir de l'IT, elle va partout, dans tous les métiers et sous différentes formes qu'on va voir. Donc la thématique aujourd'hui, finalement, c'est de prendre conscience que l'automatisation est un moyen d'accélérer et de simplifier les process que vous avez, qui sont utiles de l'IT jusqu'à la vente, à faire une vente à un client par les canaux e-commerce ou pas que, hein, classique, hein, puisque c'est le multicanal aujourd'hui qui fait foi. Voilà. Grâce donc à ce qu'on appelle une capacité à plateformiser l'automatisation. Hein. Alors ça, c'est l'objectif à atteindre, hein, dans les mois qui viennent et assez rapidement en tout cas. On parle des 3 prochaines années. Hein. Donc il faut s'y mettre dès aujourd'hui. C'est pas un sujet qu'il faut repousser. Hein. C'est déjà plus que temps d'y être aujourd'hui. Vous voyez là est arrivé à grand bruit le chat GPT qui est devenu une réalité et qui est déjà utilisé dans énormément d'entreprises, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein, sous différentes formes. Ça va exploser. Donc, si vous n'êtes pas automatisé, vous ne serez pas en mesure d'utiliser ChatGPT. Hein, le payant, ChatGPT 4, mis à disposition par Microsoft. Hein, il y a une offre, par exemple, tout bêtement, qui est lancée par Microsoft, hein, qui est GitHub en mode donc AI, hein, qui s'appelle GitHub Compile, qui produit les scripts automatiquement. Vous voyez, c'est quelque chose. Alors ça parle. Qui va parler, qui va produire des process automatiquement entre 60 et 80% de pertinence. Hein. Donc, ça va accélérer tout ça. Et ça, il va falloir être en mesure de l'adopter rapidement. Alors, dans tout ce que je viens de dire, hein, il y a j'ai évoqué au moins une vingtaine de types d'automatisation possibles. Et le but, c'est évidemment de vous les présenter de manière, de les introduire, pour que vous sachiez à peu près à quoi elles servent et comment j'utilise, comment je peux les combiner pour tirer le maximum et par où je commence, tout simplement. Alors, les différents types d'automatisation, on va les voir. Moi, je les ai classés en 4 types. Hein. Il y a plein de types de classement.
de là, j'ai essayé de sortir quelque chose d'assez simple et de compréhensible pour vulgariser celle-ci et d'avoir une première bonne idée. Alors, le front-end, celles qui sont plutôt utilisées par les métiers, le back-end, celles qui sont plutôt utilisées par l'IT, comme celle de la data, principalement utilisée par l'IT, mais un peu par le marketing, et l'API, la partie automatisation API, également, qui est plutôt utilisée par l'IT. Donc, front-end métier, les trois autres principalement par l'IT. Alors, le front-end, les quatre principales, ce n'est pas toutes là, hein, mais les quatre principales, l'RPA, la Robotic Process Automation, je l'ai mis en tête parce qu'aujourd'hui, elle est très populaire et je vais vous expliquer pourquoi. Le BPA, donc c'est plutôt par évidemment les métiers, hein, Business Process Automation. Le WFM, qui est une notion de workflow. Et l'IPA, la plus récente, Intelligent Process Automation. Voilà. Donc, l'RPA, donc, c'est quoi en deux mots, l'RPA, c'est ce qui permet d'automatiser des tâches répétitives, généralement faites par l'humain, hein, et qui sont répétitives à l'infini, qui sont toujours identiques. Hein, par exemple, prendre un fichier PDF, l'éclater en 5 et l'envoyer à 5 utilisateurs. Remplir une déclaration unique d'embauche sur un portail web des URSSAF, c'est toujours la même chose. Rentrer dans une application web ou Windows et aller valider qu'elle fonctionne, tout simplement, et rentrer une donnée dedans ou recueillir une donnée. Typiquement, voilà, quelques exemples. Hein. Prendre des données dans un fichier, les mettre dans un fichier Excel, par exemple. Voilà, des choses qu'on voit assez régulièrement. Le BPA, c'est un business process d'entreprise qui touche un métier ou plusieurs métiers, hein, qui sont développés qui prennent du temps à mettre en place, hein, et qui vont permettre donc à un métier d'aller plus vite dans le traitement d'un dossier. Je vais prendre les dossiers bancaires, hein, pour illustrer. Hein. Vous allez demander un prêt dans une banque. Il crée un dossier avec vos éléments qu'il vous demande. Et ce dossier-là, il est organisé en agence et il est envoyé au service commercial qui va valider le dossier, qui va voir si on peut vous prêter de l'argent ou pas. Bon. Après, ça passe au comité des engagements qui va regarder si on peut vous prêter de l'argent et à quelles conditions. Hein. Et ça revient en agence, par exemple. Donc, avec différentes personnes qui interviennent et qui donnent leur accord ou qui le modèrent. Voilà. Donc, ça, on rentre dans un process plus complexe qui va faire intervenir de l'humain, des applications et de la donnée, interne et externe. Par exemple, on va vous demander votre scoring à la Banque de France. Par exemple, ça va être automatisé, typiquement, et associé à l'instant T. Le WFM, donc la workflow, c'est la BPA et la RPA combinée. Donc, c'est plus une appellation qu'un autre type d'outil qui combine les deux, qui permet donc d'emmener la BPA beaucoup plus loin en enlevant des obstacles qui pouvaient être liés à l'humain et qui vont délayer un process. Et je vais donner un cas très concret, une idée très concrète, c'est que mon BPA va permettre d'aller très très vite dans le traitement d'un dossier. On va vous répondre très vite sur l'obtention d'un prêt ou pas, la possibilité d'obtenir le prêt ou pas. Et puis, il fallait une décision parce qu'il fallait que quelqu'un aille chercher une donnée externe à la main et lui, il va mettre 2 jours à aller la chercher parce que des fois, il y en a beaucoup, etc. Donc, c'est dommage d'avoir un processus BPA qui permet de dire à une personne qui va avoir un prêt en 3 jours et qu'une tâche manuelle rajoute 2 jours de plus. Voilà, typiquement. Donc, voilà l'idée de la WFM, c'est le coup d'après. Pas forcément en ajoutant des outils, mais plutôt en processant plus fort. Et l'IPA, donc c'est l'Intelligent Process Automation, c'est plus récent, c'est en rajoutant du machine learning. Hein, donc là, on va apporter une couche décisionnelle supplémentaire, si vous voulez, à un process. Alors, soit en répondant la réponse automatiquement, bon, ça, c'est plus rare, mais j'ai vu beaucoup de process maintenant qui disent, bon, ben voilà, le décideur, à un moment donné, au sein de la banque, il va prendre une décision et il va avoir besoin d'être aidé. Par exemple, avec des données externes plus complémentaires en disant, bah, tiens, cette personne-là, effectivement, j'ai vu je dis n'importe quoi, hein, j'ai vu que l'IA a vu qu'il a changé d'adresse 2 fois au cours des 5 dernières années.
Donc, c'est quelqu'un qui déménage, qui n'est pas forcément propriétaire encore et qui est très mobile donc, et qui est monté en compétences. Il a changé de métier. Dans LinkedIn, j'ai vu qu'il a eu une promotion et qui, dans les 12 derniers mois, il est passé d'employé à manager, typiquement. Donc là, ça va aider, donner une information supplémentaire quasiment en temps réel pour prendre une décision, aider à prendre la décision. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va se développer à vitesse grand V. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place très, très vite maintenant dans toutes les entreprises. Alors, j'ai aussi pris ce slide pour expliquer un petit peu c'est quoi vraiment une différence entre un RPA et un BPA. Je pense que c'est intéressant. Le RPA, c'est un processus répétable à l'infini d'une tâche unique qui est sur un poste, qui est non intrusif, qu'on peut mettre en place sans modifier le patrimoine applicatif, sans faire un mode spécialement donc toucher aux données, et qui donc se met en place très rapidement avec un ROI très fort. Le BPA, c'est quelque chose qui va toucher l'informatique, qui va toucher les applications, qui va toucher différentes personnes. Ça va être un mode projet qui va être assez long à mettre en place, mais qui va ramener des gros bénéfices sur le long terme, évidemment, moyen et long terme. Voilà. Les deux ne sont pas antinomiques, c'est vraiment, elles se complètent. D'accord. Aujourd'hui, la RPA est très populaire parce qu'on peut la mettre en place tout de suite, ça va très très vite, et on peut faire du ROI pour libérer des tâches et des ressources pour aller faire du BPA. Voilà, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Hein, les ressources sont limitées, les budgets sont limités, voilà, mais les deux sont complètement complémentaires. Il faut l'avoir en tête. L'une, voilà, pour synthétiser l'essentiel. Je pourrais dire plus de choses, mais le temps m'est limité aujourd'hui. Alors, au niveau du back-end, voilà les quatre principaux. Donc le planificateur, historiquement, hein, c'est ce qu'on trouve dans les serveurs Windows, Unix, ça s'appelle Crontab, ça s'appelle WinAT principalement. Hein. Et sont apparus les ordonnanceurs, hein, et c'est ce qu'on appelle le terme Workload Automation, la WLA, hein, qui sont devenus de plus en plus riches, de plus en plus embarquent de plus en plus de fonctionnalités. Ils sont capables de gérer des processus IT, inter-serveurs, OS, applications, avec des possibilités de lancer des alertes, de prendre quelques actions automatiques, évidemment. Ça peut aller assez loin. La plateforme d'automatisation que je vais décrire après et le process mining, par lequel je terminerai. Voilà les quatre grandes catégories. Alors, le planificateur, je viens de vous le dire, hein, je ne vais pas insister, hein, ça permet de gérer des tâches informatiques assez basiques qui sont aujourd'hui dans les ordonnanceurs de base des applications ou des serveurs OS, qui sont d'ailleurs amenés directement. L'ordonnanceur, donc, c'est un logiciel donc, qui permet d'orchestrer, d'automatiser entre serveurs, applications, systèmes, d'automatiser des réponses automatiques, de lancer des alertes, d'avoir un tableau de bord de suivi, etc. La plateforme d'automatisation, elle va au-delà. Elle amène une notion déjà qui dit plateforme, dit cloud. Donc, elle peut être disponible on-premise ou en cloud. Ça, c'est une obligation. Elle est scalable, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée de manière avec des variantes en fonction des besoins du moment, en automatique, et elle va pouvoir étendre le champ des possibilités d'automatisation. C'est-à-dire qu'une plateforme va commencer à intégrer du MFT, du transfert de fichiers intégré sécurisé, du RPA, et de pouvoir commencer à intégrer les notions de SLO et d'SRE, c'est-à-dire le SLA, c'était très technique, hein, livrer tel process avant telle heure, techniquement parlant. Aujourd'hui, c'est est-ce que le métier a ce qu'il faut, hein, et là, c'est les Service Level Objectives ou Service Reliable Engineering. Donc, ça inclut les paramètres métiers. Hein, et peu importe l'architecture, qu'elle soit hybride, full cloud ou on-premise, c'est complètement agnostique à cela. Donc, la plateforme va amener un potentiel d'automatisation extrêmement élargi et qui va continuer à s'élargir dans les mois et les années qui viennent pour adresser un maximum de besoins depuis un point unique. Parce que ce qui rend complexe l'automatisation et les process en eux-mêmes, c'est quand ils commencent à être travaillés, quand ils sont réalisés en silo. C'est-à-dire qu'il y a un bout d'automatisation qui est fait dans le métier, un bout d'automatisation dans l'IT,
et un bout d'automatisation qui est fait par un externe, par exemple. Alors ça, c'est ingérable. C'est pas scalable, c'est coûteux et pas efficace. Voilà. Donc ça, c'est ce que la plateforme d'automatisation va aider à résoudre comme problématique principale. Et elle va aussi résoudre une deuxième problématique, c'est de devenir beaucoup moins coûteuse informatiquement parlant à gérer, à mettre de l'argent dans l'administration, à mettre de l'argent dans la gestion technique de l'automatisation et plutôt mettre l'argent dans celui qui conçoit le process, qui le maintient et qui le fait évoluer avec les métiers. Voilà. Donc, c'est un transfert d'investissement fort qui va s'opérer et nécessaire. Le process mining, là, on est dans des types d'automatisation beaucoup plus profondes dans la data. Et je vais donner un exemple pour tout de suite associer. Par exemple, vous avez la gestion des logs, les puits de logs, la centralisation de toutes les logs dans des outils qui existent aujourd'hui et sur lesquels aujourd'hui on va pouvoir analyser tout cela pour en sortir de la valeur et aider à opérer à moindre coût, typiquement. Aujourd'hui, ne pas avoir un puits de log, c'est problématique. Il y a plusieurs produits qui existent, il y en a même dans l'open source qui existent. Il faut vraiment que ce soit en place. Ça va amener de la sécurité, de l'automatisation et surtout de la valeur d'analyse de données pour opérer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, sans avoir besoin d'experts, pour que les process, en cas d'erreur, fonctionnent et qu'on les rattrape très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'en fait, juste pour vous donner une valeur indicative, aujourd'hui, on passe 1 heure à chercher, quand il y a un problème, 1 heure à chercher d'où vient le problème et 15 minutes à le fixer. Donc, si on gagne les 3/4 d'heure, on les réduit à 1/4 d'heure et 1/4 d'heure pour fixer, c'est la moitié du temps. C'est énorme, sachant ce que ça coûte au final. La data, donc énormément de data aujourd'hui sont disponibles. Il y en aura de plus en plus. C'est un puits sans fond, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est exponentiel et il va falloir la gérer de manière beaucoup plus précise et en tirer la valeur. Et ça va être l'automatisation qui va permettre de le faire. Donc, 3 grandes catégories de produits sont identifiées. L'ETL, donc, qui permet d'extraire, de transformer, de charger la donnée entre différentes sources et destinations. Les Enterprise Service Bus, qui sont plutôt des bus, sont le synchrone, et les EAI. Alors, l'ETL, donc lui, c'est le plus populaire. On croyait qu'il était mort, c'est lui avec l'arrivée du cloud, et en fait, c'est le produit le plus utilisé et le plus choisi actuellement. Pourquoi? Parce que l'ETL, le cloud a amené une chose, c'est que vous avez démultiplié le nombre d'applications et le nombre de plateformes et le nombre de sources de données. Donc, à un moment donné, ces données-là, il va falloir les consolider, les transformer et les mettre dans un data lake, dans un infocentre, dans un data warehouse. Et donc, cet outil qui travaille en mode asynchrone permet facilement de faire tout ça. Et surtout, il permet aussi de faire facilement face aux ruptures éventuellement qu'un cloud peut amener, puisqu'un cloud va avoir des sources de données à différents endroits, et à un moment donné, les bases ne soient plus, typiquement. Voilà. Alors qu'un ESB, si ça travaille en mode synchrone, ou un EAI, c'est en prise directe tout le temps sur les données, donc c'est fait plutôt pour faire des échanges de données de volume très réduit, quasiment en temps réel. Voilà. Les deux ne sont pas antinomiques, et ils existeront toujours, mais un ESB, on va dire que c'est plutôt un EAI, c'est plutôt de travailler d'appli à appli, de base à base, principalement. Un ETL va pouvoir agréger des données de multiples sources de données, internes, externes, et d'une manière sécurisée et asynchrone, donc te permet de gérer les écartants, par exemple. La dernière catégorie d'automatisation, c'est tout ce qui va tourner autour des API. Donc, vous avez deux catégories de gestion d'outils. Il y a les plateformes, dernièrement apparues, d'API sur étagère, et puis les outils de gestion d'API. Alors, les plateformes, elles amènent sur étagère, dans le même style que les plateformes d'automatisation, un paquet d'API pour les applications les plus répandues, prêtes à utiliser, donc c'est du low-code, donc qui vont faciliter l'intégration des nouvelles applis sans développer. On n'a plus de tests à faire, on peut évoluer très rapidement,
Voilà, c'est le bonheur pour les développeurs et les entreprises qui utilisent de multiples plateformes. Et plus vous utilisez de plateformes applicatives, plus vous irez sur cette API Pass. Mais néanmoins, il reste un paquet d'API qui ont été construites au fil des années et qui sont là et qui ne sont pas prêts de partir et qu'il faut gérer également. Donc, il y a des outils qui permettent de gérer les API internes, ce qu'on appelle les interfaces, pour les sécuriser, les gérer plus facilement, les faire évoluer à tous les niveaux. Voilà, sans rentrer dans les détails. Donc, voilà un résumé des 4 grandes familles d'outillage d'automatisation. Qui est non exhaustif, évidemment, et pour comprendre à quoi ça sert, comment, par où je commence, éventuellement, et vous donner au moins une bonne boussole pour comprendre où vous en êtes, ce qu'il faut que vous fassiez, là où il faut que vous alliez, éventuellement. Voilà. Alors, la plateforme d'automatisation, puisque c'est la destination, ce que j'ai un peu indiqué pour boucler avec ce que j'ai dit au début. Aujourd'hui, les plateformes d'automatisation, il en existe, elles sont naissantes, il en existe déjà, elles font déjà beaucoup de choses. Il y en a qui amènent déjà du file transfert, il y en a même qui amènent du RPA plus récemment, ce qui permet d'avoir sous une même plateforme, une même interface, une même connaissance, l'ensemble des outils nécessaires pour automatiser le bout en bout, et ça va ne cesser de s'enrichir. Donc là, évidemment, la RPA toute seule, c'est très bien. Et puis, par exemple, elles ont un petit peu d'orchestration, mais c'est pas. Ils ont mis d'abord le paquet sur la RPA lui-même, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Comment on les intègre? Ça peut pas. À un moment donné, ça peut plus fonctionner en mode isolé. Donc, les silos tombent les uns derrière les autres. Et donc, la plateforme, elle a résolu le problème de l'orchestration. Et avec une RPA, vous démultipliez la puissance d'une RPA et la valeur des RPA. Voilà, et vous sécurisez. Parce qu'à la fin, de toute manière, la RPA, ça reste technique. Il faut du support derrière. Le robot, il s'arrête. Ce n'est pas le business qui va comprendre comment le robot, le problème technique qu'il a, pour le redémarrer en cas de problème ou le faire évoluer. Parce que la RPA, c'est quelque chose qui évolue aussi, contrairement à ce qu'on pense, assez régulièrement. Exemple tout simple, vous rentrez des données sur un site web, le site, il évolue. Il y a régulièrement. Donc, il faut détecter, qu'il a évolué, donc qu'il ne fonctionne plus, et deux, pourquoi il ne fonctionne plus, et trois, le faire évoluer. Voilà. Donc, ça reste quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Ce n'est pas magique. Voilà, donc vous avez énormément de possibilités. Aujourd'hui, déjà, traitables sous la plateforme d'automatisation. Nous, Opcode, qui a énormément évolué ces derniers mois et qui va continuer d'évoluer fortement dans les mois à venir. Voilà, j'en arrive au terme de ce webinaire et c'est le moment de répondre à vos questions si vous en avez. Tout à fait, José. Écoute, effectivement, j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées. Donc, j'en ai une première. C'est, je vois un besoin pour au moins 3 de ces outils. Quelle est la plus grande quantité d'outils que vous ayez jamais vue au sein d'une seule et même organisation? Alors, très excellente question. J'ai pu voir parfois 2-3 ordonnanceurs, plusieurs outils de gestion de conf, de développement applicatif, par exemple. C'est logique, chaque métier, chaque fonction IT a choisi ses outils. À un moment donné, il faut consolider. Donc, c'est là où on parle d'efficacité et la plateforme va contribuer très fortement à aller vers cette consolidation parce qu'il y a beaucoup d'overlap entre les outils, c'est clair, et les métiers aussi évoluant, les fonctions IT évoluant. Donc, on va aller vers une consolidation des outils sur les points les plus intéressants pour faire avancer le business au final. Très bien. Une autre question. L'expérience client fait l'objet d'une grande attention en interne en ce moment. Avez-vous une recommandation pour un type spécifique d'automatisation qui aiderait à améliorer l'expérience client? Alors, il y en a une dont j'ai un peu parlé, c'est la RPA, qui aujourd'hui permet très très vite de montrer au métier de la valeur, de lui faire gagner du temps
et vous, à l'IT, de vous valoriser et de mettre donc en avant la RPA, mais sous un angle IT. Puisque la RPA a été énormément amenée par les métiers, ils se la sont appropriés, ils l'ont acheté indépendamment, vous avez perdu un peu la main et ça revient chez vous par la fenêtre problème support. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est ce qui fait avancer les choses, hein, il faut l'accepter. Maintenant, vous peut-être inverser les choses, c'est de prendre à votre compte la RPA, de comprendre à quoi elle sert, comment vous allez aller plus loin en mode projet avec les métiers et de leur amener du résultat très, très rapidement. Très bien. Une autre question. Je suis tenté d'aller vers une plateforme d'automatisation. Quel choix entre hébergement dans le cloud ou dans mon infrastructure? Quelles sont les différences? Alors, les différences, il n'y en a pas au niveau fonctionnel. Ça, c'est dit. Il y en a, ce qui va motiver votre choix et orienter votre choix, c'est de votre maîtrise technique actuelle. Si vous ne maîtrisez pas les plateformes dans le cloud, vous ne maîtrisez pas le cloud, les technos, bah, attendez d'y être plus fortement dans le cloud avec vos autres applications pour y aller et partir de premise, hein, puisque une plateforme se doit d'être on-premise et dans le cloud. Voilà. Et idéalement, que ce soit la même application et qu'il soit transposable. Parce que le mode hybride va être le mode qui va survivre très longtemps. Donc, le full cloud existe, sera mais à la marge. Le full hybride, le full data center à la marge. La grosse masse sera au milieu. Donc, le mode hybride. Donc, ayez quelque chose d'évolutif, choisir une solution évolutive, hein, qui permettent de gérer les deux côtés et qui puissent fonctionner à la fois et dans le cloud et on-premise. Voilà, ça, c'est l'idée et qui vous permettent de vous accompagner dans votre journée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il faut que ça devienne qu'elle vous accompagne. Voilà, parce que la vraie vie, c'est qu'il y a une évolution à faire qui va prendre des années, c'est certain, et qu'il faut avoir à l'esprit. Très bien, José. Mais écoute, là, pour l'instant, je n'ai plus d'autres questions. Bien, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. Il a répondu à certaines de vos questions. Je vous propose de venir me rejoindre au prochain webinaire le 21 mars que je vais animer sur les tendances, hein, de ce qui va vraiment se passer 2023-2027. Donc, j'ai abordé un petit peu le thème, mais évidemment, ce n'est pas l'objet du jour. Là, je vais vraiment vous donner les principaux axes qu'il faut travailler pour être à l'heure, au rendez-vous, au plus tard en 2027. Hein, les Alors, consolidations, les silos. José, excuse-moi de t'interrompre. Il y a juste pendant que tu parlais, une autre question qui est apparue. Oui, Donc, la question, c'est, je suis aujourd'hui dans un grand dilemme. Je pensais utiliser les RPA pour supprimer les tâches manuelles, sauf oui. que j'ai découvert une case sur la base d'un commentaire. L'humain décide de la catégorie du sujet. Alors, introduire le BPA juste pour un clic suite à une lecture me semble trop coûteux. Alors, absolument, absolument. Et c'est là où il faut bien remettre, je dirais, l'église au centre du village. À quoi sert la RPA? Donc, des bénéfices rapides, immédiats et résoudre des problématiques, dirons, bien identifiées et dans un silo donné. Le BPA, c'est redessiner les process d'entreprise. Donc là, on est vraiment dans un autre thème où il faut associer l'IT, les métiers et le management, hein, à haut niveau parce que c'est très coûteux, ça peut prendre du temps. Il faut y réfléchir, mais c'est pas, on ne peut pas les mettre sur le même niveau, quoi, typiquement. Donc l'humain reste au centre, mais on doit vraiment positionner les deux à leur juste valeur et au bon endroit. Et elles ne sont pas du tout antinomiques. Voilà. Très bien. Pas d'autres questions. Est-ce que ça a répondu à votre question? On pourra en discuter plus ouvertement, hein, parce que là, j'essaie de répondre en mode. Oui, merci. La réponse. Merci. À votre disposition. Merci à vous aussi également.
Et puis, je crois qu'on va pouvoir justement clôturer ce webinaire. Merci, José. Et puis, bonne journée à tous. Bonne journée à tous et au 21 mars. À Et à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir.